particulièrement vaste. C'est cette question en effet de l'éthique des curriculums en santé. Alors je vais redéposer le micro, excusez-moi. J'ai besoin de mes mains pour parler. Alors, donc en fait, on a l'habitude de parler plutôt d'éthique clinique, et donc ici on va aborder un sujet en effet en 3 quarts d'heure peut-être difficile. On a vu avec l'atelier sur les émotions qu'on y est quand même arrivé quelque part à quelque chose de structurant, donc on va essayer de faire la même chose maintenant. Et donc il s'agit de proposer un cadre conceptuel appliqué à l'approche par compétence, puisque c'est le thème de cette journée. Et alors on insiste sur ce comment, parce que l'objectif c'est de proposer à partir d'un point de vue, c'est le nôtre évidemment. Ce point de vue il est éminemment variable selon la façon dont on regarde cet objet particulièrement complexe, selon aussi le moment de notre trajectoire singulière, comment on regarde cet objet même d'un même endroit. Mais il s'agit aussi donc dans ce comment de proposer un cadre qui à la fois est appliqué à une certaine perspective de l'approche par compétence, qui est l'approche par compétence intégrée, mais qui, par la démarche méthodologique qui est proposée, vous donne à vous éventuellement un cadre d'analyse, une démarche méthodologique que vous pourriez éventuellement transférer, réfléchir pour vos propres contextes. Donc ce n'est pas du tout, je dirais, un contenu qu'on vous propose, des réponses qu'on vous propose, mais c'est une démarche méthodologique appliquée à un contexte particulier. Alors, évidemment, la question d'éthique, quand est-ce qu'on a un problème éthique? En général, ce problème éthique se présente quand il y a un conflit de valeurs. Ces conflits de valeurs sont toujours liés à des moments de décision, implicites ou explicites. Alors, l'objet même d'un curriculum de santé est un lieu de décision multiple, avec des niveaux décisionnels qui sont de nouveau implicites ou explicites, mais qui sont multiples, qui ont des conséquences en termes d'impact pour les personnes, pour les patients, pour le système de santé, pour la société, qui sont extrêmement importantes et dont on ne prend pas toujours la mesure parce qu'on est toujours sur un petit bout de l'endroit de ce curriculum, en classe, ou au niveau des programmes, ou en train de l'étudier. Or, là derrière, il y a plein de valeurs qui sont véhiculées, plein de présupposés théoriques qui sont mis en œuvre, plein d'endroits de décision qui sont effectifs, mais qui ne sont pas justement rendus publics au débat par tous les acteurs qui sont directement concernés, et très directement pour les étudiants, puisqu'on parle de leurs neurones. Hein, on est en train de parler quand même d'un patrimoine qui nous appartient à tous, ce qu'on fait de nos formatages institutionnels en termes de visée, en tout cas ici, de développement professionnel dans le secteur de la santé. Alors, pour pouvoir arriver à une perspective aussi complexe, hein, évidemment, comment alors avoir une vision d'ensemble de ce problème d'éthique, les différents niveaux qui sont repris ici sur cette figure, je vais les reprendre dans la diapositive suivante de façon plus didactique, mais ces différents niveaux sont éminemment chacun des endroits complexes en soi, mais ils sont en interrelation également, autant les questions méthodologiques, quelle méthode va-t-on choisir, les questions ontologiques, à quel rapport au réel on se réfère, les questions épistémologiques sont évidemment au cœur de la problématique, et donc il y a une nécessité de développer ce qu'ici on va nommer une perspective globale, la plus globale possible. Alors évidemment on ne vise jamais l'exhaustivité, mais on veut avoir une vision globale qui soit à la fois stratégique et systémique, et ceci d'autant plus qu'il s'agit de changements importants. On l'a rappelé ce matin, l'approche par compétence, on peut dire que c'est une mode, on peut dire ce qu'on veut, on est quand même en train de shifter radicalement d'une perspective plutôt centrée sur le savoir à une perspective plutôt centrée sur l'action. Et donc il y a quand même une bascule qui est en train de se faire, qui est assez radicale, et il faut pouvoir aller questionner les présupposés théoriques qui sont à l'œuvre et les rendre explicites. Et tant mieux qu'il y ait des résistances, tant mieux qu'il y ait des freins, parce qu'on ne doit pas accepter n'importe quoi, il faut savoir vers quoi on va, il faut débattre des finalités tous ensemble de façon la plus lucide possible. Et donc, une visée stratégique peut dire aussi une visée opérationnelle. Et dans une visée opérationnelle, ça veut dire essayer de se donner des balises pour essayer de débattre avec une certaine démarche méthodologique. Alors ça, c'est justement cette figure qui va nous accompagner au cours de cette présentation, où on va passer à travers 5 moments de débat, 5 moments de questionnement, qui sont des lieux où, de fait, il peut y avoir des conflits de valeurs. Alors, ces 5 moments de débat, les 3 premiers, qui sont les 3 premiers cercles en interne, vont se référer à ce questionnement qui émerge en fait autour de cette notion de rupture
paradigmatique, hein, donc au cœur de cette approche par compétence. On va se référer à un cadre, le cadre de Guba, et les références sont données en fin de diaporama, pour poser ces 3 premières questions. Ces 3 premières questions vont nous amener à pouvoir se dire, tiens, est-ce qu'avec l'approche par compétence, on est bel et bien dans une rupture paradigmatique, et si oui, dans laquelle et vers laquelle veut-on aller? Est-ce qu'on peut clarifier ces présupposés théoriques sous-jacents? On ajoute 2 cercles qui sont, selon notre point de vue, de nouveau, c'est notre point de vue personnel, la question du commun, on y viendra, donc comment est-ce qu'on construit justement ces débats-là? Et puis la question axiologique des valeurs, est-ce qu'on peut clarifier de nouveau contextuellement, chacun à son endroit institutionnel, avec son équipe pédagogique, là où on se trouve en contexte, quelles sont les valeurs qui nous animent, mises en débat, en conflit, quelle est la perspective finalement qui émerge. Il n'y a absolument pas une perspective qui sera mieux qu'une autre, ce sera chaque fois en fonction des contextes propres, des débats propres, des lieux où ces débats vont pouvoir se mettre en place. Alors, la référence donc à cet auteur, à Guba, en termes de rupture paradigmatique, nous amène ici à ces 3 questionnements. Alors, ces 3 questionnements, on va les aborder l'un après l'autre, comme vous l'aurez compris, mais ils vont nous confronter, en fait, et on va partir un peu de la situation qui est encore, en tout cas en Belgique, et je pense en France aussi, celle-là, celle du paradigme du diplômé en santé savant, qui est donc la formation classique plus actuelle, et puis on va progresser vers cette idée de professionnel de santé compétent. Et donc la première question qu'on va se poser, c'est quelle est la nature de cet objet d'enseignement et d'apprentissage. Essayer de définir cet objet, c'est répondre à la question donc de la question ontologique. On viendra après sur les 2 autres questions progressivement. Alors premier niveau de débat, donc on le positionne en tant que tel, c'est qu'est-ce qui fait justement, comment est-ce qu'on peut constituer cet objet en termes de connaissances, d'objets d'enseignement et d'apprentissage. Il est nécessaire un peu de prendre le temps de méditer vraiment sur cette question ontologique, épistémologique, et de prendre le temps de pouvoir confronter vers quoi on veut aller. Alors ici, si on compare les 2 paradigmes, on peut se dire, de nouveau, c'est notre analyse de la situation à Jean et à moi-même. D'un côté, a priori, on est centré sur les savoirs et nous souhaitons évoluer vers cette idée d'agir en santé, vers une notion d'action. Et donc, on va essayer de mieux définir maintenant cet agir en santé. Alors, il est nécessaire de nous voir avec vos équipes, avec vous-même, etc., essayer de définir, mais c'est quoi cet agir en santé? Donc nous, on l'applique là, premier niveau de débat qui va provoquer évidemment des conflits éventuellement de valeurs, etc. Alors on reprend ici une définition qui est bien connue, qui est déjà souvent utilisée, en tout cas nous l'utilisons souvent, pour définir que la médecine est avant tout donc une pratique soignante, personnalisée, accompagnée de sciences et instrumentée par la technique. Donc ce n'est pas une science appliquée à l'objet humain. Hein, donc on est bien dans l'idée de pratique soignante, on se centre sur la notion de pratique. Ainsi, pour répondre à cette première question, on peut se dire, pour nous en tout cas, que la médecine, ou tout métier en santé, quand je suis en train de parler ici de la médecine, c'est de façon générale pour l'ensemble des métiers en santé, elle est vue en tant que pratique. Donc c'est une première chose. Mais maintenant, si on parle de l'apprentissage d'un métier, hein, donc on est en train de parler maintenant de l'agir même, de l'activité même d'apprentissage, on est de nouveau aussi centré sur une notion de pratique. Là, je fais appel au champ, évidemment, des sciences cognitives. L'objet même des sciences cognitives qui nous concerne, c'est la notion d'activité cognitive, on va l'élargir. Donc la nature constitutive de l'objet de connaissance, d'enseignement et d'apprentissage, pour nous, dans ce cas de figure, si on l'élabore, c'est bien la notion de compétence qui va être vue comme étant prioritaire, je mets bien prioritaire entre guillemets ici, sur le savoir, et je fais déjà ici un pas en avant sur la question épistémologique qui va bientôt venir, c'est-à-dire la thèse de la centralité de l'action. Je fais référence à un auteur qui s'appelle Pierre Semer dans le champ de l'épistémologie et de la philosophie. Et donc l'agir, quand on définit que la compétence, ou en tout cas notre objet d'enseignement et d'apprentissage, c'est l'agir en santé, l'agir, l'activité, l'acte même, on se centre sur le processus en tant qu'objet, c'est maintenant important de se rendre compte qu'on veut accorder en fait une priorité au verbe d'action, à l'activité même, au centre du verbe d'action. Et le verbe d'action, ce n'est pas seulement des verbes comme raisonner, décider, expliciter, parler, c'est aussi des verbes comme sentir, percevoir. Donc on est dans tout le champ de l'agir. On voit déjà ici qu'on est en train d'ouvrir un agir qui n'est pas seulement le visible, le mesurable, qui est aussi cet invisible de nos
agirs multiples. Donc voilà quelque chose qui est déjà un débat, bien sûr. On est en train de vous donner notre postulat. On se réfère ici notamment à des travaux, comme vous voyez dans la référence, de Berthoz et Petit dans un ouvrage qui s'appelle notamment La phénoménologie et la philosophie de l'action, ou la philologie de l'action. Je vous donne la référence à la fin, je ne suis plus tout à fait certaine. Alors, et c'est bien la physiologie de l'action. Alors, on progresse un petit peu, et donc on continue à se définir notre agir, et on veut essayer maintenant concrètement de comment est-ce qu'on peut l'identifier maintenant, puisqu'on a un peu défini la chose. Et notre choix dans l'approche par compétence, c'est de partir du réel tel qu'il se présente. L'agir est là, c'est le monde qui nous est offert là, dans toutes ces dimensions d'activité, on va aller le chercher. On va partir très concrètement, alors certaines personnes ont pu déjà voir cette façon d'essayer de documenter l'agir. On va partir très concrètement ici d'une situation clinique, et donc d'une démarche de didactique professionnelle, qui est l'histoire ordinaire ici d'un patient, M. Gerhardt. M. Gerhardt est un patient en schizophrénie qui a des antécédents qui sont repris en haut à gauche et qui va entrer en contact avec le système de santé via un psychiatre qui va pouvoir diagnostiquer son problème et lui donner un rendez-vous de suivi. Il y aura différents éléments qui sont repris, je ne vais pas tout documenter. Cette personne va être perdue de vue, va revenir en contact avec le système de santé par le biais de son médecin généraliste suite à des lombalgies. À ce moment-là, de nouveau, il y aura un traitement, pas d'investigation, mais pas de rendez-vous de suivi, donc une prise en charge qui sera celle-là. Il n'y a pas de jugement sur la prise en charge ici, ce n'est pas nécessaire pour ce qu'on doit faire. Il va revenir en contact avec le système de santé suite à une aggravation aiguë de sa lombalgie, et donc des éléments qui sont repris de nouveau à gauche. Il entre en contact avec le service des urgences, un autre endroit du système de santé. On fait un diagnostic à ce moment-là. La personne est alors envoyée au service d'oncohématologie. On voit qu'il n'est pas directement associé à une série de décisions, des choses qui sont reprises à gauche. Et là, suite à un bilan qui est fait, il va être orienté d'emblée de façon forfaitaire aux soins palliatifs et finalement se retrouver en service de soins palliatifs où il y a une prise en charge. Et de nouveau, on voit un petit peu comment ça se passe pour le patient, les éléments qui sont repris à gauche. Alors, cette description de cette situation clinique est tout à fait quotidienne. On peut partir évidemment une quantité de situations pareilles, enfin similaires. Ici, on va maintenant décortiquer l'agir en santé qu'il y a là derrière, dans une démarche, donc, comme je le disais, dit tout à l'heure, de didactique professionnelle. C'est-à-dire qu'on va d'abord commencer, qui est évidemment celle que nous avons développée dans l'approche par compétences intégrée. La première chose qu'on va faire ici, c'est essayer d'identifier tous les rôles qui sont joués dans cette situation professionnelle. Quels sont les différents rôles qui sont joués? On voit qu'il y a un rôle de coordinateur, de clinicien. Ce n'est pas exhaustif, c'est à titre vraiment d'exemple, mais être dans un rôle de coordinateur ou un rôle de clinicien, ce n'est pas la même chose professionnellement, c'est un agir différent qu'il faut pouvoir reconnaître comme étant des fonctions différentes. Maintenant, ces différents rôles qui ont été joués à ces différents endroits se jouent aussi dans des contextes et des environnements différents. Être un coordinateur ou un clinicien quand on est, par exemple, au niveau des soins de santé primaires ou ambulatoires versus au niveau d'une première ligne hospitalière ou au niveau directement d'une seconde ligne hospitalière, ce n'est pas la même chose du tout. Les environnements au niveau culturel, au niveau plateau technique, au niveau relation avec ses collègues, soi-même par rapport à son interaction avec cet environnement-là, est totalement différent. Ce sont, en termes de compétences, ça va se jouer tout à fait différemment. Et donc les contextes d'exercice professionnel, en plus des rôles et des fonctions, doivent pouvoir être considérés dans notre agir professionnel. On est agi différemment quand on est dans un environnement ou dans un autre. Et ça, c'est notre vécu le plus subjectif. On peut tous le savoir, n'importe où, même dans notre vie personnelle ou professionnelle. Nos environnements, les milieux agissent sur nous et nous-mêmes agissons en interaction avec les environnements. Alors évidemment, on ne va pas nier qu'il y a des problèmes de santé, qu'il y a des maladies. Et donc, évidemment, dans cette situation qu'on va être en train de faire émerger, on n'exclut pas tous les problèmes de santé qui sont, par exemple, ici recensés et qui sont précisés sur cette diapositive. Alors, au total, ça nous amène, en termes de définition de cet objet d'agir en santé, à un premier élément de la définition. Cet agir en santé, en tout cas, doit tenir compte des situations professionnelles. Et ces situations professionnelles doivent tenir compte des contextes, des cultures, des environnements. Et ça, c'est fondamental. Et donc, on a un premier élément de notre agir en santé
qui est agir en situation de santé, qui apparaît ici, mais ce n'est pas tout cet agir en santé, on va continuer à le définir. On revient avec M. Gerhardt, et maintenant notre professionnel de la santé, il est aussi amené évidemment dans ses différentes fonctions, dans ses différents contextes, à avoir des activités, à avoir des habiletés, à avoir des aptitudes, tout ça est relativement synonyme. Et ça va se décrire par exemple, la capacité ou l'agir, l'activité. C'est des verbes d'action qui sont là derrière sur un plan méthodologique, par exemple de prescrire, d'expliciter, d'évaluer. Et tout ça va se regrouper, on ne sait pas aller très loin évidemment dans la partie de l'ingénierie ici derrière, autour de ce qu'on va nommer ici une macro-capacité, donc un ensemble de capacités qui sont aussi autour du raisonnement. Mais ça pourrait être autour du champ des émotions. On a travaillé en atelier autour du champ des émotions. Ça pourrait être autour du champ de l'imaginaire, autour du champ du réflexif, autour du champ du relationnel. On a un agir qui peut se déployer de multiples façons. Il faut pouvoir reconnaître toutes ces dimensions de l'agir, qui est extrêmement riche, et ne surtout pas réduire cet agir. Et donc on se retrouve avec une autre dimension de notre agir qui apparaît ici, et qui va reconnaître alors ce que nous appelons dans notre définition de la compétence et de notre objet, l'approche analytique de notre objet d'enseignement et d'apprentissage, et de l'autre côté on a l'approche située. Mais ce n'est pas tout, cette activité en question, dans ces situations, elle est orientée, elle est toujours projetée vers, elle a une intention, et donc on peut ici repérer certains critères qui vont eux-mêmes pouvoir se décliner avec des indicateurs. La manière d'agir, par exemple, si on est en lien avec le critère de rigueur, on peut se dire qu'à un certain moment, le médecin généraliste a peut-être manqué de rigueur ou a manqué de continuité. Donc par rapport aux critères de continuité qu'il faut définir chaque fois dans chaque contexte de nouveau culturel, etc., il peut y avoir là des indicateurs qui permettent à ce que, à posteriori de l'action, ce praticien puisse réfléchir à sa manière d'avoir agi, essayer de comprendre son intention dans cette activité qu'il a menée, et donc avoir une démarche de réflexivité dans une démarche d'explicitation à partir d'une approche critériée qualitative alors de son agir. Et donc on se retrouve ici avec trois éléments dans la définition de notre agir en santé, qui est donc complexe, avec à la fois une approche située fondamentale, mais également une approche analytique et une approche critériée. On arrive ici finalement donc pour répondre à cette question, notre choix dans l'approche par compétence, donc intégré pour définir cet agir, cet objet qui constitue donc notre première question, notre premier niveau de débat. Cet objet en fait, en partant du réel, va nécessairement tenir compte de la dimension située contextuelle, de l'approche multidimensionnelle, donc de toutes les dimensions de l'activité, et d'une perspective d'intentionnalité, donc il y a toujours un mouvement vers une perspective donc d'orientation, une activité qui peut être plus ou moins rendue consciente, même s'il s'agit aussi d'activités analysées a posteriori de l'action. J'insiste sur ce posteriori, c'est en lien avec notre perspective épistémologique, on y viendra. Mais, ok, on a toutes ces dimensions-là, on a défini notre agir. Mais est-ce qu'on a défini notre santé? Et vous-même, dans vos équipes, quand vous définissez votre objet d'enseignement et d'apprentissage, on a des beaux discours qui nous disent qu'il faut une approche holistique, globale, etc. Mais est-ce que vous l'avez vraiment bien défini? Et en corrélation, est-ce que vous avez vérifié que votre agir va avec votre définition de la santé? Si on a une super définition comme celle de l'OMS qui nous dit que c'est global, c'est magnifique, moi je viens du monde de la santé publique ou même de la promotion de la santé, mais que l'agir qu'on développe, il est complètement réducteur. Comment est-ce qu'on va pouvoir répondre? Il y a un isomorphisme entre l'agir et la santé. Et donc ici, maintenant, on a défini de façon très déployée l'agir, alors on va y aller aussi pour la santé, on va essayer de clarifier la définition de la santé. Notre définition de la santé, je n'ai pas peur, moi, de l'affirmer comme étant celle de l'OMS, pour autant que, justement, il y a une perspective du isomorphisme, et l'approche, notamment de l'OMS, intègre la perspective non seulement, évidemment, curative et de réadaptation, mais aussi la perspective préventive et promotionnelle de la santé. Donc là, la perspective de la santé serait vue comme une perspective vraiment globale, et donc le critère de globalité nous apparaît important dans notre perspective. Mais pas que. On a aussi une autre façon de définir la santé, qui est celle qui émerge de la perspective anthropologique, que je ne vais pas vous redéfinir ici, mais vous savez à quel point elle est importante pour tenir compte de l'expérience, évidemment, avec la maladie du patient lui-même, dans son vécu subjectif de la maladie, et aussi du contexte d'intégration sociale. Donc on est là bien en phase avec une approche vraiment située, culturellement située de la santé, et qui tient compte du vécu subjectif, singulier de la personne, et pas seulement d'une approche nosographique ou evidence-based, un peu réductrice évidemment de la maladie. Alors il y a également une autre dimension qui, dans notre perspective de définir la santé, nous paraît fondamentale, c'est d'intégrer évidemment la dimension d'incertitude
Il y a de plus en plus d'écrits qui commencent à émerger sur cette importance-là. Je ne rentre pas dans l'exemple qui est donné ici, mais notre visée, en tout cas, c'est de tenir compte également de l'incertitude des situations. Donc on se situe évidemment à droite ici, dans la perspective dialectique, interprétative, d'analyse des problèmes de santé. Et donc, pour répondre à ce premier niveau de questionnement, dans une perspective d'éthique des curriculums, il nous paraît fondamental que les équipes prennent ce temps, enfin, quelle que soit la réponse donnée, nous, c'est cette réponse-ci à titre illustratif qui est donnée, mais de clarifier vers quoi vous voulez appeler en termes d'objets, donc d'enseignement et d'apprentissage. Donc pour nous, on arrive à une définition qui est celle-ci. Une compétence, donc l'agir en santé est défini comme étant donc celle-ci. Une compétence est un agir complexe et singulier qui mobilise grâce à des capacités de nature diverses, donc sensitive, psycho-affective, cognitive, réflexive, métacognitive, imaginative, sociale et opérative, donc celles qui ont été bien circonscrites et définies. Un ensemble de ressources complémentaires pour traiter de façon adéquate des problèmes à l'intérieur de familles de situations professionnelles toujours particulières, complexes et définies au regard de contextes, de rôles et de contraintes spécifiques. Cette définition, en fait, permet de vraiment respecter l'ensemble des dimensions qu'on vient de développer précédemment. Elle n'enferme pas, elle reconnaît la singularité et la particularité des situations. On verra pourquoi c'est essentiel par la suite. Alors on progresse, ça c'est un premier niveau de débat, donc on voit que c'est un vrai débat de questionner ce premier niveau. Parfois on dit, ben voilà, on prend la définition de la compétence qui est là, ou dans un article, ou bien celle de tel et de tel. À vous de débattre, chacun où vous êtes, de votre définition. Le deuxième niveau, c'est la question épistémologique. Alors la question épistémologique, évidemment, nous renvoie à la genèse, à la construction des connaissances. Hein. Donc c'est vraiment comment est-ce que cet agir en santé se construit, comment est-ce que ça s'élabore. Alors on a déjà un petit peu répondu à la question, puisqu'à travers M. Gerhardt, on a été centré sur la pratique, là, des professionnels. Mais donc on va revenir sur l'analyse de la pratique sous-jacente. Et donc, comment est-ce que finalement on va élaborer nos connaissances? Si on compare maintenant un paradigme classique à celui évidemment vers lequel on peut tendre, dans un cas de figure, les savoirs disciplinaires qui structurent les milieux universitaires, etc., sont finalement ce qui détermine les savoirs qui vont se retrouver dans les cursus médicaux. En tout cas, c'est une approche assez linéaire de cette nature-là. Tandis que nous, ici, dans l'agir en santé, on va partir des pratiques professionnelles, et donc il faut pouvoir identifier ces pratiques professionnelles. On l'a fait, comme je l'ai rappelé, avec l'exemple de M. Gerhardt, mais ici je vais prendre un modèle d'analyse systémique qui émerge du monde de la promotion de la santé, pour mettre en interaction un peu tous les éléments de cet agir en lien avec nos pratiques professionnelles. Donc ici, ce modèle permet de montrer que nos pratiques professionnelles, ici de la figure, et professionnels et interprofessionnels, vont être déterminés autant, et donc les facteurs qui influencent tout ce qui détermine en fait nos pratiques, sont autant des facteurs collectifs. On préfère, pour faire un peu court et un peu vraiment un peu rapide, un peu c'est l'habitus bourdieusien, c'est-à-dire tout ce qui nous influence en termes de déterminisme dans les normes sociales, dans les normes environnementales, dans tout ce qui est les politiques qui sont mises en place, les finalités en santé qui existent dans un endroit donné. Tout ça va influencer, va déterminer nos pratiques professionnelles et nos pratiques au sens large, mais il n'y a pas qu'un habitus externe qui va influencer toutes nos pratiques, il y a aussi tout ce qui est à gauche, nos facteurs individuels, tout ce qui détermine en fait ce que j'appellerais ici notre habitus interne, c'est-à-dire tout ce qu'il y a en termes, pour chacun dans nos singularités, de représentation, de croyances, de préjugés, nos propres capacités, notre connaissance de soi, nos capacités émotionnelles, on l'a travaillé dans l'atelier qui vient de précéder, et donc tous ces éléments-là, la façon dont on est modèle de rôle ou pas, nos rétroactions avec les pairs, tous ces facteurs-là entrent en compte dans une reliance qui est complexe. Elle est complexe parce qu'il s'agit justement de reliance, on ne sait pas séparer les éléments. Ici, on va les séparer, mais justement, je vais juste prendre encore un exemple ici, outre les exemples de M. Gerhardt qu'on vient d'avoir. Si par exemple, on est dans une perspective du patient partenaire versus une perspective de paternalisme médical. Je refais marche arrière, donc on a des finalités, une politique dans l'hôpital ou dans l'institution qui est l'une ou l'autre. En fonction de ces finalités, ça va impacter l'ensemble de la culture, l'ensemble des éléments du modèle qui sont ici. Et donc toutes nos pratiques vont être influencées par cette perspective-là.
Donc c'est un exemple, vous pouvez bouger une des cases, c'est de la systémique, elles vont toutes bouger et vous allez bouger avec et vous en interaction avec. Donc on est dans une perspective systémique et interactionnelle, voire transactionnelle éventuellement selon certains paradigmes de la systémique. Alors à ce moment-là, évidemment on est un peu perdu parce qu'on a l'habitude de séparer, d'isoler, de catégoriser pour pouvoir justement bien identifier tous les éléments, mais on oublie souvent de relier les choses. Or ici, si on veut vraiment analyser nos pratiques professionnelles, il y a bien une intégration, une reliance, il y a ce fameux ruban de Mobius où on ne s'en sort jamais, comment est-ce qu'on peut finalement se dépêtrer de cette complexité. Mais c'est peut-être en plongeant justement dans cette complexité, parce qu'ici il y a un penseur quand même qui nous a suffisamment et depuis longtemps parlé justement de reliance, et peut-être qu'un curriculum en santé, la formation et l'apprentissage, c'est un endroit justement de reliance fondamentalement, et aujourd'hui plus que jamais, je pense qu'il y a tous les éléments pour pouvoir le documenter et y aller, et arrêter d'être dans cet écart et ce gap qui nous éloigne finalement de toutes ces reliances qu'on a besoin. Et donc, le principe d'opérateur de reliance d'Edgar Morin, auquel il fait référence, c'est qu'il faut pouvoir développer nous-mêmes des méthodologies, des cadres d'analyse qui permettent la reliance, qui permettent de remettre les choses, de remettre les éléments, les parties ensemble. Et pour notre part, ça participe d'un choix épistémologique. Donc le choix épistémologique qu'on fait participe ou non à de la reliance. On va un petit peu voir comment. Alors déjà ici, être clair dans vos propres facultés, où que vous soyez, sur quel est, donc dans ce deuxième niveau de débat, quelles sont les épistémologies à l'œuvre dans vos endroits où vous intervenez comme formateur. Évidemment, si on est, donc il y a deux grands paradigmes épistémologiques, donc toujours dans cette réflexion en termes de rupture paradigmatique, les épistémologies positivistes ou réalistes et les épistémologies constructivistes. On va prendre deux dias juste pour les rappeler ici rapidement. Mais donc la perspective positiviste, c'est évidemment de voir l'objet comme étant totalement en distanciation par rapport au sujet, donc il n'y a aucune reliance a priori entre le sujet et l'objet. Et donc on est là sur évidemment des approches tout à fait scientifiques dans le sens vraiment bioclinique de l'objet qui va répondre à des hypothèses déterministes avec des principes analytiques de raison suffisante, de moindre d'action. Donc on est vraiment là sur des principes de causalité déterministe. Cette perspective-là, évidemment, c'est celle qu'on retrouve dans une perspective bioclinique d'un objet santé défini comme étant un objet basé sur une science fondamentale, celle qu'on a l'habitude de retrouver dans nos facultés encore aujourd'hui. Mais par contre, si on est dans un paradigme constructiviste, l'objet à ce moment-là est évidemment dans une interaction à l'observateur qui n'est pas neutre de son rapport à l'objet. Et donc la perspective constructiviste va nous amener notamment à envisager, vous l'avez déjà souvent sans doute rencontré dans les domaines de recherche, la confrontation entre une perspective positiviste ou une perspective constructiviste qui va nous entraîner à envisager le champ de la recherche de façon beaucoup plus large. Alors ici, c'est intéressant de se dire, déjà si dans les facultés, on pouvait faire valoir la perspective évidemment biopsychosociale, ça nous permettrait sur le plan des épistémologies d'introduire beaucoup plus de savoirs que uniquement les savoirs biocliniques, etc. Ça, c'est certain que c'est une problématique et une rupture qui serait déjà nécessaire. Mais à notre niveau, par rapport à la définition de l'agir en santé qu'on s'est donnée, il faut aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Vous-même, pas que les experts extérieurs ou les pédagogues ou les personnes qui sont dans le débat au niveau des neurosciences. Il faut pouvoir vraiment questionner au cœur des sciences cognitives vers quelle orientation épistémologique on veut aller en termes d'agir en santé. On n'est pas seulement sur un objet santé à définir de façon constructiviste ou de façon positiviste en se disant oui, il faut reconnaître beaucoup plus de savoir, il faut ouvrir au savoir, il faut ouvrir à la science sociale, science humaine, etc. Non, si on se sent, il faut ça aussi, bien sûr, il faut reconnaître tous ces savoirs, c'est déjà quelque chose, mais on les reconnaîtra d'autant mieux qu'on aura pu aller vraiment dans cette rupture pragmatique radicale au cœur des sciences cognitives, au cœur de l'agir, c'est-à-dire vraiment dans cette perspective justement ici, qui est celle qui est préconisée notamment aujourd'hui par des personnes comme notamment Berthoz, on va y venir tout de suite, c'est-à-dire d'essayer de réfléchir à comment est-ce qu'aujourd'hui, dans cette rupture paradigmatique dans laquelle on est en train de cheminer, comment est-ce qu'il est possible maintenant d'envisager non seulement de tendre vers une rupture, je dirais,
je suis en train de partir sur les neurosciences plutôt, donc je vais plutôt repartir sur ici les sciences cognitives. Donc, les sciences cognitives nous amènent en fait à nous re-questionner, aujourd'hui plus que jamais, sur le fait qu'il y a une ouverture de plus en plus grande à tout ce qui est apporté par les neurosciences, la physiologie de l'action, la psychologie des émotions, on en a parlé tout à l'heure, les sciences affectives. Donc tout le champ des sciences cognitives aujourd'hui se rend bien compte qu'il y a finalement eu un grand oubli au cœur des sciences cognitives, qui sont ce qu'ils appellent aussi les sciences chaudes de la cognition, donc les sciences affectives. On a aussi peu investi la psychologie sociale. Aujourd'hui, on parle aussi même de philosophie de l'action, enfin, il existe depuis longtemps, mais en train de revenir fortement. Et donc, il y a une nécessité, il y a aussi la neuroergonomie. On a parlé parfois à certains moments de certains auteurs comme Idriss Aberkane qui apportent beaucoup d'éclairage sur la neuroergonomie. Et donc, ce qui est important ici, c'est de se rendre compte qu'il y a un premier niveau de débat en termes épistémologiques qui est celui entre, je dirais, positivisme et constructivisme. Ok, on va vers le constructivisme, mais au cœur du constructivisme, quand on parle d'agir en santé, ça veut dire qu'il faut questionner au cœur des sciences cognitives comment est-ce qu'on peut aller plus loin vers une perspective réellement centrée sur l'action. Et donc, c'est pas évident comme débat, donc je vais me référer ici à certains auteurs, notamment un auteur qui s'appelle, qui référencie Clark, mais c'est Pierre Steiner toujours. Et donc, au cœur des sciences cognitives, il y a un débat épistémologique de fond qui questionne en fait cette rupture paradigmatique dans laquelle on veut se trouver. Elle la questionne en disant, est-ce qu'il y a une rupture pragmatique ou est-ce qu'il y a même une rupture pragmatiste? Je vais donner quelques éléments de ce débat. Et la rupture pragmatique d'abord, c'est de questionner les choses sous cet angle-ci. C'est-à-dire, donc, au cœur des sciences cognitives, on est venu aujourd'hui avec la psychologie cognitive, les sciences cognitives, avec le constructivisme, mais petit à petit, on peut se questionner, donc je vais reprendre la phrase ici de Clark, donc le progrès futur des sciences cognitives semble impliquer des efforts toujours croissants pour ancrer nos recherches dans le monde réel de la sensation et de l'action. À partir de cet ancrage, le temps, le monde et le corps émergent en tant qu'acteurs signifiants dans le champ de la cognition. Comment avons-nous pu les oublier? Et donc ceci, c'est parce que je suis en train d'introduire le fait qu'il faut pouvoir vraiment penser la cognition dans une perspective ancrée, située, et donc une cognition qui ne fait plus appel uniquement à ce modèle computationnel, ce qu'on appelle le modèle sandwich de la cognition, c'est-à-dire des données qui nous arrivent, une représentation qui se construit et une action a posteriori. C'est assez fondamental sur le plan épistémologique d'entrer dans ces débats. Je ne vais pas reprendre ici tous les éléments que j'ai, c'est en partie avec les éléments que je viens de dire, mais vous les aurez pour pouvoir un peu mieux documenter ce qu'il y a derrière cette rupture pragmatique en termes de cognition réellement située et incarnée. Donc ce n'est pas juste des mots vides, ça veut dire que ça a des conséquences réelles sur nos dispositifs pédagogiques. Alors, ici j'aborde un élément supplémentaire. J'ai parlé de rupture pragmatique ou pragmatiste. C'est peut-être un petit peu complexe de faire référence à ces deux auteurs de façon aussi rapide, donc c'est Dewey pour le pragmatisme et Varela pour l'inaction. Néanmoins, c'est un débat de fond qui est vraiment essentiel, qui a des conséquences essentielles en lien avec le concept de compétence. Et ça touche en fait à une dérive qu'il y a au cœur des compétences, qui est notamment une dérive mentaliste, une dérive cognitiviste, auquel il faut vraiment pouvoir être attentive. Et donc, je vais juste reprendre la première phrase ici, pour manifester sur lequel il faut faire une attention particulière. C'est qu'il y a une cible commune, un ennemi commun entre le pragmatisme et l'inaction. Les théories de la connaissance et de l'esprit qui définissent l'esprit et la connaissance comme étant la production de représentations qui seraient dans un sujet. La connaissance serait séparée de l'action. Elle serait antérieure à l'action et à la forme première de connaissance. Et la forme première de connaissance serait de produire des théories, reproduire des propositions. Cognitivisme, mentalisme qui rejoint une certaine perspective de la psychologie cognitive quand celle-ci n'a pas évolué vers une cognition située et incarnée. Et donc ça, c'est vraiment pour vous mettre en garde sur le fait que la perspective des compétences, si on veut vraiment qu'elle aille dans une perspective située, incarnée, on doit être attentif à ces dérives. Beaucoup d'écrits qui sont en train de nous aider à cheminer vers ça, ce n'est pas si évident. Je me réfère ici aussi à Berthoz de nouveau, qui également insiste sur cette dimension justement de l'acte même et non la représentation à l'origine de la cognition comme une authentique prise de décision en fait théorique. Pourquoi? Parce qu'en fait une décision qui pourrait, si on va vers ça,
risquons le pronostic, donc il ose y aller, contribuer à une prochaine restitution d'unité épistémologique à l'aspect holistique du comportement et aux neurosciences intégratives et cognitives. Alors sans doute que ceci parle plus à certaines personnes qu'à d'autres, certaines personnes qui travaillent plus dans le champ notamment des neurosciences, des sciences cognitives, etc. Donc en effet c'est un débat complexe, mais c'est un débat qui est, et je reprends la dernière phrase qui est ici en bas, qui est au cœur de la thèse de la centralité de l'action, c'est-à-dire l'idée que la logique des compétences peut nous amener à aller vers l'action plutôt que vers le savoir, pas pour les opposer, mais pour y arriver, il faut vraiment faire attention de ne pas repartir dans certaines dérives qui seraient des dérives soit comportementalistes, soit des dérives mentalistes, et donc il faut essayer d'être très clair sur les choix épistémologiques qui sont faits. Alors notre choix dans la décision, comme vous le savez, c'est comme ça vient d'être décrit, une cognition donc située incarnée, un pragmatisme, l'énaction et la physiologie de l'action, tout ça participe d'une perspective phénoménologique, le clin d'œil évidemment ici à la montagne Sainte-Victoire de Cézanne, décrit par notamment Merleau-Ponty. Et la perspective, en tout cas pour nous, dans notre perspective à nous vraiment, c'est de faire appel à ce qu'on appellerait des épistémologies de la reliance, de nouveau en regard de Edgar Morin. Ça veut dire vraiment des reliances qui sont profondes, importantes sur le plan épistémologique. Et tout concourt aujourd'hui, c'est des débats qui peuvent vous paraître très complexes et assez lointains pour certains, mais tout concourt aujourd'hui à cheminer vers cela, tant il y a des évidences qui nous proviennent de beaucoup de champs pour justement améliorer nos perspectives intégratives. On en arrive à la question méthodologique. Alors cette question méthodologique, je vais y aller en effet très rapidement, c'est... Pour nous, en tout cas, il y a deux dimensions quand on va assurer la transmission. C'est pas seulement de se dire, tiens, comment est-ce qu'on va faire des dispositifs pédagogiques. Ça va être deux étapes, la traduction didactique et la transposition pédagogique. Alors, quand vous êtes dans vos propres contextes et que vous questionnez votre éthique des curriculums, vous pouvez vous dire maintenant, méthodologiquement, j'ai envie d'aller vers une perspective, par exemple, intégrative. Je voudrais aller vers une perspective qui puisse intégrer le champ des émotions. Je voudrais aller dans une perspective qui puisse intégrer les situations professionnelles. Ok, tout ça c'est bien, mais il faut être certain que vous vous êtes donné les conditions méthodologiques pour y arriver. Si vous avez une définition de la compétence qui est très réduite, ou si vous n'avez pas énoncé avant que vous ouvrez le champ au champ des compétences émotionnelles et pour quelles raisons, ça peut être difficile. Pour nous, dans ce cas de figure, on a en fait des conditions de possibilité pour pouvoir mettre en œuvre une perspective de cette nature. Alors ici, nos trois conditions de possibilité. La première, c'est une démarche faisant appel à une didactique professionnelle. On l'a déjà traversée ensemble, on va juste la rappeler. La deuxième, c'est d'avoir des taxonomies qui permettent d'intégrer toutes les dimensions de l'agir. Si on n'a pas des taxonomies, si on a une taxonomie comme celle de Bloom, ben non, on ne va pas savoir y entrer toutes les dimensions de l'agir, par exemple. Et puis, c'est une définition de la compétence qui soit suffisamment ouverte. Si vous prenez n'importe quelle définition de la compétence, peut-être qu'elle ne vous permettra pas de mettre en œuvre tout ce que vous voulez y mettre dans votre question ontologique première, telle que vous l'auriez définie. Donc ici, je rappelle juste la définition de la didactique professionnelle, je ne vais pas aller au-delà de ça, mais en tout cas, dans notre cas de figure, on parle de l'activité professionnelle réelle partant de ce qui se passe sur le terrain d'action. Ça, c'est déjà un premier choix. D'autres personnes peuvent partir autrement. Et nous, on le fait comme ça. Ici, c'est la perspective, on ne sait pas la développer. Ceux qui étaient à l'atelier sur les compétences émotionnelles ont pu un petit peu mieux aborder cette taxonomie. Ce qui est important ici, c'est la phrase qui est au-dessus. C'est, quelles que soient les taxonomies que vous utilisez, après on peut débattre, faut-il ou pas des taxonomies, je sais bien qu'avec Jacques, on pourrait en débattre très longtemps, mais en tout cas pour nous, dans notre perspective, on est radicalement en faveur des taxonomies. De toute façon, savoir, savoir-être, savoir-faire est une taxonomie, mais donc il est nécessaire de questionner vos taxonomies. Et l'important, c'est d'avoir des taxonomies qui puissent permettre le déploiement de toute l'activité réelle existante et qui puissent être situées. Il faut des taxonomies qui intègrent la dimension contextuelle, située. Donc le troisième niveau ici. Et donc ces taxonomies, elles vont servir à vous aider à planifier vos référentiels de compétences. Si par exemple, vous n'avez pas la dimension psycho-affective, eh ben, elle va passer à la trappe. Vous allez vous dire après, ah oui, on va l'ajouter. Mais ça va être beaucoup plus difficile. Donc ces taxonomies vont guider toute la structure, toute la charpente de votre curriculum. Et il faut pouvoir en débattre au sein de vos équipes et pouvoir argumenter l'intérêt de telle ou telle taxonomie. Donc nous ici, c'est une taxonomie qui a 8 dimensions.
notamment la dimension aussi imaginative, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui se développent dans le champ de l'imaginaire, hein, donc aussi autour de l'art-thérapie, etc. Les capacités imaginaires sont de plus en plus maintenant mises en avant et en corrélation avec les capacités émotionnelles, avec les capacités sensorielles, le toucher, etc. Tout ça est en train de se développer de façon gigantesque. Et tous ces développements-là, ce sont des connaissances scientifiques aujourd'hui qui, si on ne les met pas en œuvre, concrètement, dans notre capacité, dans nos pratiques, il y a une forme de décadence entre les connaissances scientifiques et la pratique professionnelle. Donc il faut pouvoir relier tout ça en formation dans le levier pédagogique pour aller vers toute cette intégration de toutes ces connaissances au cœur même de nos possibilités pratiques. Et donc, la proportionnalité comme critère éthique, cette taxonomie, c'est justement d'envisager qu'on puisse développer toutes nos capacités dans toutes ces dimensions et pas exclusivement une dimension de raisonnement cognitif ou exclusivement une dimension qui serait soudain émotionnelle ou exclusivement une dimension qui serait managériale. Non, il y a vraiment une proportionnalité et il y a beaucoup de sagesse à retrouver dans cette perspective. Et donc, le critère de proportionnalité nous paraît important avec, et je vais juste les nommer, notamment dans le champ des compétences, trois grandes dérives qui sont notamment la dérive mentaliste, cognitiviste, donc vraiment qu'il faut vraiment creuser et analyser. Procédural managérial, dans notre deuxième livre, on en a beaucoup parlé, il y a un fil conducteur sur vraiment l'attention à avoir sur cette dérive-là, mais ce n'est pas la seule. Éventuellement aussi la dérive émotionnelle, qui peut être débattue, discutée, donc on doit être attentif aussi, et je vous laisse éventuellement réfléchir si ces différentes dérives ne sont peut-être pas genrées. Alors, c'est notre point de vue par ailleurs, que je rappelle. Et donc, troisième condition de possibilité, vous l'avez déjà eu, c'est la compétence elle-même, la définition de notre agir en santé. Je vous rappelle deux éléments, notamment même trois qui sont soulignés ici, pour nous permettre les visées épistémologiques que j'ai décrites précédemment, c'est-à-dire une cognition située, une cognition incarnée, une cognition inactive, qui vraiment part des situations, mais dans une perspective même de physiologie de l'action, puisqu'on veut vraiment aller vers ça. Mais tout ça, notre définition de notre agir en santé doit pouvoir être en lien, parce qu'autrement il y a un manque de cohérence, on donne des choses qui ne vont pas en cohérence. Et ici, cette définition permet l'émergence toujours singulière, donc on ne va jamais définir une compétence a priori dans un référentiel de compétences, vous n'aurez pas une compétence définie a priori. Parce que la compétence, elle est éminemment singulière et liée à la particularité de la situation, elle appartient à la personne en situation. Et du coup, elle va émerger, énacter. Je vous renvoie à un livre chez Debout, déjà 2006 ou 2008, qui s'appelle L'Énaction, avec dans le titre Énaction, en lien avec les théories de Varela, construit notamment par des personnes de l'Observatoire des réformes en éducation, certains auteurs là, et on est vraiment dans cette perspective donc d'énaction en termes épistémologiques. Et cette définition de la compétence reconnaît une épistémologie inactive, ou pragmatiste également, donc éminemment contextuelle. Et on en arrive alors à la question de la transposition pédagogique, là je vais aller vraiment très vite. Ceci, c'est une forme de synthèse de l'approche par compétences intégrée, partir de l'activité professionnelle, s'assurer de la pertinence de ce qu'on va évidemment mettre dans notre référentiel de compétences. Et puis, il y a le travail de transposition pédagogique. Donc, vous voyez bien ici qu'on ne part pas des savoirs, qui seraient les bulles en bleu là-bas, pour aller vers les compétences, mais c'est bien nos compétences, ce référentiel qui va maintenant, l'agir même, qui va nous déterminer quel savoir on a besoin. Mais au cœur de l'agir, on a vu qu'il est multidimensionnel, situé. Donc les savoirs dans une approche par compétence, ils sont sublimés, ils sont beaucoup plus nombreux, ils sont beaucoup plus riches. Une compétence émotionnelle, un champ émotionnel va nous ouvrir à des savoirs, beaucoup de savoirs, et donc beaucoup d'autres disciplines, beaucoup d'autres professionnels. On peut travailler avec des psychologues, on peut travailler avec d'autres acteurs de santé. Et donc il y a une nécessité absolue d'interdisciplinarité et d'interprofessionnalité. Et donc, en inversant les choses, en se centrant sur l'agir, on va faire éclater évidemment la question des silos disciplinaires pour pouvoir vraiment profiter de toutes les ressources dans notre habitus interne, mais externe également. Et donc, cette inversion est évidemment conséquente, et c'est toutes les tensions qu'on sent, toutes les difficultés institutionnelles, tous les jeux de territoire qui sont en cours, puisque tout est toujours figé, aussi bien en nous qu'à l'extérieur, par rapport à ces notions de territoire, de frontières, de discipline. On est toujours évidemment dans le tableau analytique d'Auguste Comte, tableau profondément ancré dans une approche extrêmement cadenassée. Et néanmoins, c'est bien dans l'autre sens qu'il faudrait pouvoir progresser. Alors, donc la transposition pédagogique, les grands enjeux, c'est d'arriver justement à un autre rapport au savoir,
Donc il faut pouvoir développer des approches programmes, on entend souvent parler de ça, qui se centrent sur l'interdisciplinarité, l'interprofessionnalité, je viens de faire un mot là-dessus. L'évaluation qualitative critériée est fondamentale, c'est vraiment la porte d'entrée vers le changement. La formation des formateurs, on en discutera peut-être un peu ce soir dans la soirée avec les alumni, qui est évidemment un enjeu critique d'un tel changement. Juste un élément ici, une diague, je ne vais pas aller plus loin, pour expliquer l'approche programme. Une approche programme, donc si on veut aller jusqu'au bout d'une éthique des curriculums en se disant on veut une approche par compétence, cette approche par compétence, on veut qu'elle soit située, parce que dans la définition de la compétence, on a dit qu'elle doit être située. Allons jusqu'au bout, il faut à ce moment-là qu'au niveau des dispositifs pédagogiques, on change complètement la façon de voir et qu'on parte d'unités qui soient construites autour de situations professionnelles. Et donc c'est toute l'approche programme qui doit pouvoir envisager un autre rapport au savoir. Je ne vais pas aller ici du tout dans tout le texte qui est là, mais c'est le deuxième enjeu de l'évaluation qualitative critériée. Je cite ici Canguilhem, qui nous rappelle à quel point l'évaluation, en fait, elle commence déjà au lit du patient, parce qu'évidemment, il y a un homomorphisme entre le patient et l'apprenant, et donc, dès lors que le malade, comme porteur et souvent commentateur de symptômes, est mis entre parenthèses, évidemment, on va préconiser plutôt ici, on va éclipser le symptôme pour le signe, donc on va éclipser la parole du patient en faveur de mesures quantitatives de signes, et donc c'est ce qui se passe évidemment dans le monde de l'éducation de plus en plus, toute la question évidemment d'essayer de tendre vers une perspective plus qualitative. Et donc l'enjeu d'évaluation qualitative, de nouveau, on veut aller vers une approche par compétence, si celle-ci vise à respecter la singularité, enfin tous les éléments qui ont été dits. Les enjeux alors, c'est de favoriser des démarches d'évaluation qui soient à la fois compréhensives, centrées sur la normativité interne de l'agir médical, ça veut dire qu'il y a des normes extérieures, mais avant tout, et en rapport aussi avec Canguilhem qui vient d'être cité précédemment, il y a à permettre aux professionnels de la santé eux-mêmes, quand ils sont dans des situations d'évaluation, à élaborer leurs propres normes, leur normativité interne de l'agir en situation. Ça veut dire favoriser l'explicitation de ses propres critères, de ses propres indicateurs, de ses propres façons d'envisager son activité professionnelle. Donc l'explicitation est fondamentale, la réflexivité dans l'action, et donc l'enjeu c'est de viser des niveaux taxonomiques supérieurs. Tant qu'on n'est pas dans des démarches d'évaluation de cette nature-là, on ne va jamais pouvoir atteindre des niveaux taxonomiques plus complexes que sont les niveaux situés, contextuels. On va toujours les laisser passer, et ce ne sont jamais ceux-là qui vont vraiment être déterminants, à la fois en formation et certainement par rapport à l'évaluation, et donc finalement par rapport au type de professionnel qu'on forme. Alors ici, je vous laisserai ça à lire quand on remettra la diapositive par la suite. Et j'en arrive alors à... alors maintenant, ça c'est une question, la quatrième question, le quatrième niveau de débat. Ces trois premiers niveaux de débat, on peut se dire, mais c'est vraiment pour des pédagogues, c'est pour des experts, la question ontologique, la question épistémologique et méthodologique, mais qu'on nous dise ce qu'on doit faire, c'est bon. Au cœur de chacune de ces questions, il y a vraiment des enjeux qui sont cruciaux. Et pour ma part, et pour Jean-Joucan également, on pense que la question en fait de la manière de procéder, donc moi dans tous les accompagnements en tout cas de projet, c'est qu'il faut pouvoir procéder avec tous les acteurs qui sont concernés. Et donc la question du commun, donc ça veut dire vraiment ici, on va y venir juste après, je vais le définir. Je reprends ici ce petit bonhomme qui est un représentant donc, de notre humanité, si on devait considérer qui sommes-nous vraiment sur le plan de l'humanité. Nous, on veut se centrer sur la perspective justement des processus de nouveau. Qu'est-ce qui importe ici, c'est que, et ça c'est peut-être un peu complexe comme ça de faire le transfert, mais la logique du commun, telle qu'elle a été développée par certains auteurs ici, on pourrait aller se baser sur d'autres théories en ingénierie de projet, dans la sociologie, mais en tout cas, ce que nous on veut porter comme type de message, c'est que un programme de formation, un curriculum, c'est en fait un commun qui appartient à tous les acteurs qui sont directement concernés. Les premiers qui sont directement concernés, c'est sans doute les patients, c'est sans doute les étudiants. Et c'est sans doute ceux qui sont les moins impliqués dans les décisions, tous ces niveaux de décision. Or, tous ces niveaux de décision sont extrêmement conséquents sur notre rapport au monde. Si on est formé dans une logique cartésienne, de séparation corps, enfin tout ce qu'on peut imaginer, par partir de tout ce que j'ai déjà pu dire, mais vous pouvez envisager à quel point il y a des conséquences colossales par rapport à la perspective même du soin. Et donc, un commun, un programme, un curriculum, c'est bel et bien une activité, un agir commun,
Et il ne peut y avoir, comme on l'a souligné ici, d'obligation qu'entre ceux qui prennent partie à ce projet commun. Donc autour de l'élaboration d'un référentiel de compétences, par exemple, autour d'un programme d'études, il est essentiel que tous les acteurs puissent se mettre autour de la table à différents moments, de différentes façons. Parce que l'enjeu ici, et c'est ce qui est rappelé ici, et ça a été un petit peu dit aussi à l'atelier tout à l'heure, c'est que si on veut viser des perspectives d'interdisciplinarité, d'interprofessionnalité, d'intersectorialité, c'est toutes des belles valeurs qu'on se donne, c'est toutes des valeurs vraiment qui sont véhiculées avec l'approche par compétences. On ne pourra jamais y arriver s'il n'y a pas des processus de mise en commun de tous ces conflits et ces niveaux de conflits entre acteurs. Tous ces implicites qui sont à l'œuvre doivent être des moments de débat au sein des institutions, doivent être des moments qu'on doit profiter justement pour mettre sur la table, pour clarifier nos présupposés théoriques. Si moi je suis pour l'inaction varélienne, un autre pour une approche cognitiviste plutôt de l'apprentissage, et un autre pour une approche comportementaliste ou managériale, il y a des valeurs radicalement différentes qui sont autour de la table. Si on ne les met pas en débat pour finalement arriver à une perspective commune, de toute façon ça ne sert à rien, on n'arrivera strictement à rien, et on met en œuvre des choses qui sont à moitié, etc. Or, la finalité, c'est bien d'aller vers les éléments qui sont là, et si on ne le travaille pas également avec soi-même, donc avec les autres et avec sa propre audience, donc ses propres compétences émotionnelles, relationnelles, etc., c'est quelque chose qui apparaît tout à fait improbable. Donc la mise en place d'un processus paraît fondamentale, et que ça ne vienne pas vraiment top-down, etc., enfin les choses classiques. Le dernier point, donc on y arrive donc à la question axiologique, et en fait on a traversé la question axiologique à travers les 5 questions, et la 5e vient le confirmer. Si on veut parler d'éthique des curriculums en santé, les critères que nous donnons pour une éthique des curriculums en santé, le premier critère, c'est d'avoir clarifié ses intentions. Quelles sont nos finalités, nos critères et nos valeurs qui sont sous-jacentes aux présupposés théoriques identifiés. Donc on a des présupposés théoriques, on les a tous par rapport à la question ontologique. On a tous un rapport au réel, à l'objet même, qui est différent potentiellement, qu'on doit pouvoir débattre. Quel est notre rapport au niveau épistémologique et au niveau méthodologique? Quels sont les présupposés théoriques à l'œuvre? Donc on doit clarifier nos intentions, c'est ce que je viens de faire à travers les 4 premières questions. Le deuxième point pour nous, de nouveau, d'une éthique des curriculums, c'est s'assurer que dans les curriculums, dans les capacités développées, il y a la notion de capacitation éthique. Je vais vite la définir après, en vous donnant de quoi il s'agit en termes de contenu. Et le dernier, c'est ce que je viens de voir maintenant, c'est assurer un processus représentatif et participatif. En le faisant de cette façon-là, on participe à une démarche d'éthique organisationnelle. Donc, à ce moment-là, vous êtes vous-même dans une démarche d'éthique organisationnelle au niveau de votre institution. Et donc ici, c'est le tableau qui récapitule, en fait, si moi j'étais dans une situation avec une équipe pédagogique dans une institution à débattre autour de la perspective de la PCI, et qu'on essaye de développer cette perspective-là, on voit ici qu'au moment où on a clarifié nos intentions pour chacune des étapes, on a pu expliciter au nom de quoi on agit de cette façon-là. Au nom de quoi est-ce qu'on a décidé qu'il y a une visée multidimensionnelle. Je ne vais pas reprendre tous les critères, mais pour chacun des endroits, on a explicité pourquoi est-ce qu'on veut viser la singularité, pourquoi on veut viser un agir qui soit global, multidimensionnel. Pourquoi est-ce qu'on a choisi, au niveau épistémologique, une perspective qui va permettre l'interprofessionnalité, la reliance, etc. Je ne vais pas reprendre tous les éléments, mais on va pouvoir expliciter, rendre compte, débattre à chaque endroit de nos intentions. Le deuxième critère, c'était la capacitation éthique. Et la capacitation éthique, on se fonde sur le pragmatisme de Dewey, de nouveau ici. La capacitation éthique, elle nécessite en fait de s'assurer que dans un curriculum, il y a 3 éléments qui sont considérés. La première chose, c'est qu'on a bien assuré que la possibilité que pour l'apprenant, il puisse développer une perspective de réflexivité. Donc c'est le premier point, on va renforcer la réflexivité. Donc ça veut dire la capacité de problématiser, enfin tout ce qu'on peut imaginer derrière, mais notamment la problématisation. Il y a également le fait qu'on a intégré la dimension psycho-affective. Développer une capacitation éthique, il y a une nécessité de développer la capacitation aussi, le champ des émotions, donc tout ce qui est champ psycho-affectif, l'intelligence émotionnelle. Et enfin, une capacitation éthique, selon Dewey, nécessite qu'il y ait une approche située. Donc dans le cas de figure qui a été développé ici, on peut nous en tout cas assurer dans le cadre de la PCI, pour nous dans ce qu'on a appliqué, c'est qu'on peut favoriser
le développement d'une capacitation éthique. Maintenant, il peut y avoir des personnes qui sont radicalement contre Dewey, radicalement contre le pragmatisme deweyien, et alors ils peuvent argumenter en disant non, pas question, on ne veut pas cette dimension-là parce que nous avons une autre perspective, et hop, on rentre en conflit et on fait l'éloge du conflit comme Benassayag nous le propose dans un de ses ouvrages. Et donc, pour terminer ici avec cette dernière diapositive, assurer un processus représentatif et participatif est rappelé ici à travers cette phrase que je vais lire avec vous ici. Le projet curriculaire en tant qu'apprentissage d'une démarche d'éthique organisationnelle partant d'une situation problématique, donc au départ on sent qu'il y a des conflits de valeurs, une situation troublée telle que Dewey le nomme, suite à une disparité entre les fins et les moyens, donc on est souvent dans ces situations-là, et suivant la définition de Dewey, l'enquête est la transformation dirigée et contrôlée d'une situation indéterminée en une situation dont les distinctions et relations constitutives sont déterminées de telle sorte qu'elles permettent de convertir les éléments de la situation initiale en un tout unifié. Donc ici, cette perspective de Dewey, évidemment, est assez au cœur, vous avez pu le voir, de notre perspective. Mais c'est un choix éthique argumenté, et c'est à ce titre-là qu'une démarche d'éthique des curriculums pour nous peut être posée quand on a clarifié ces présupposés théoriques à l'œuvre. Voilà, et je termine là avec cette phrase de Schopenhauer qui nous laissera en méditation finale. Merci beaucoup, Florence. Est-ce que quelqu'un souhaite soumettre une question à Florence? S'il n'y a pas de questions, vous allez choisir un nombre au hasard pour en faire une synthèse. Merci encore Florence, ça nous invite à prendre effectivement un peu de recul, à s'interroger sur nos perspectives épistémologiques et ontologiques, mais aussi celles des gens qu'on doit parfois convaincre de la nécessité d'évoluer et de s'engager dans cette transition paradigmatique, celle du passage à l'APC. On connaît bien ces difficultés, les étudiants aussi, dans les discussions autour des réformes du deuxième cycle, notamment actuellement. Merci encore Florence.